Bon, je suis de retour. Bon, je ne sais pas si vous avez vu passer ça aux nouvelles. Je suis commencée dans ma petite echo chamber de homeschoolers, donc je ne sais pas à quel point que pour le peuple normal, c'est vu. Mais le ministre de l'Éducation, Roberge, Jean-François Roberge, publié un projet de règlement, je pense que ça s'appelle, pour changer la loi sur l'éducation, la loi 144 de l'année dernière. Parce que, mise en contexte, l'année passée, à peu près en même temps, le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, à ce moment-là, a fait le projet de loi 144 qui visait à changer les règlements pour l'éducation à domicile. Monsieur Proulx a rencontré en commission parlementaire, en consultation publique, à peu près tout le monde qu'il avait rencontré. Puis, il a créé un nouveau projet de loi. Donc, depuis cette année, on est un peu plus encadré. On est quand même pas mal plus encadré qu'on l'était pour faire l'école à la maison. Ça impliquait d'avoir à déclarer nos enfants au ministère avant, je pense, le 1er juillet de l'année précédente. Mais on parle pour les prochaines années, là, il y avait des dates différentes pour l'année passée vu que ça venait de passer, mais mettons, pour cette année, pour l'année 2019-2020, il fallait déclarer nos enfants avant le 1er juillet, ce que j'ai déjà fait. Ensuite de ça, il faut soumettre un projet d'apprentissage. Il y a des barèmes à respecter. Il fallait avoir démontré des apprentissages dans les différentes matières. Il me semble qu'il y en a 7. Je vais vous les dire, là. Si je ne peux pas vous parler de ça, je vais m'arranger pour vous donner des bonnes informations, là, complètes. OK. On parle de littératie, langue seconde, mathématiques, sciences et technologies, développement de la personne et univers social. Okay? Il fallait démontrer, grosso modo, une progression là-dedans, dans tout ça, à l'aide en expliquant qu'est-ce qu'on avait l'intention de faire. Ensuite de ça, il y a un état et bilan de mi-parcours qui a lieu, qui vient d'avoir lieu pas mal. Au travers de tout ça, il fallait choisir aussi une méthode d'évaluation. Il y en a 5, par la commission scolaire, par un établissement d'enseignement privé, fait qu'une école privée, par un titulaire d'une autorisation d'enseigner, donc quelqu'un qui a un permis d'enseigner, un enseignant qu'on connaît ou quoi que ce soit, par une épreuve ministérielle administrée par la commission scolaire ou par le ministre, le ministère, avec un portfolio. Donc, plein de choix pour s'adapter aux familles. Parce que, OK, je vais aller au prochain point, là, en fait. Bref, vous voyez que c'était quand même assez encadré. Donc, hier, le ministre est sorti en mettant ça sur le dos des écoles religieuses illégales. Parce que, fouillez-moi pourquoi, on s'est fait mettre dans le même bateau, dans le même panier que les gens qui endoctrinent leurs enfants, qui leur apprennent uniquement leur religion, puis qui finissent à tout le monde en parle en poursuivant le gouvernement une fois, puis qu'après ça, ben, tout le monde paye pour ça. Je dis pas que c'est pas terrible, là, mais vous allez voir. Là, sous prétexte qu'il y en a qui font ça, on parle d'une secte, un groupe sectaire en particulier qui compte 200 membres, là, fait que tu sais combien d'enfants qu'il y a là-dessus? Donc, il y en a 100. On est à peu près 5000 homeschoolers au Québec. Ça fait pas beaucoup, mais en tout cas. Donc, dorénavant, on devra suivre le programme d'éducation du ministère de l'Éducation et passer les examens ministériels. Là, vous allez vous dire, mais pourquoi donc? Parce que c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Puis, ce qui est terrible, c'est que le ministre, il sait ce qu'il y a de mal à ça parce qu'il a été dans les commissions, il a été dans l'argumentation, il a vu les consultations publiques, puis il sait que ça ne concorde pas avec l'école à la maison. Puis, tout ce que je lis, c'est des gens que je comprends très bien la logique, qui se disent, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imposer le minimum? Puis en réalité, le problème,
c'est pas d'imposer un minimum. Le minimum, il est déjà imposé. Puis le ministre parle comme si on n'avait absolument aucun barème présentement, quand on en a un, je viens de vous l'énumérer. Puis en plus, il n'a même pas laissé la chance de nous faire vivre ça pendant 1 an pour voir ce que ça donne. Donc, en imposant le programme, c'est finalement qu'on se ramasse à être obligé de reproduire l'école dans la maison. Puis, il y a énormément de parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école parce qu'ils ne croient pas en ce système-là ou tout simplement parce qu'ils veulent offrir une expérience plus enrichissante. Puis là, je vais parler pour moi. Parce que moi, oui, on fait des cahiers, puis non, je fais pas ça pour m'opposer à l'école. Sauf que quand on passe d'un critère comme doit démontrer une progression dans l'univers social, je m'attends à regarder mon enfant puis à dire quoi dans l'univers social pourrait l'intéresser, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toucher à cette matière-là. Donc, vous me voyez, là, quand on touche à toutes sortes de choses, puis on fait des apprentissages hyper approfondis pour... Excusez, ça me donne envie de pleurer, juste d'en parler, là. Juste d'imaginer tout ça. Par exemple, OK, notre cartable sur la météo, OK? On ne fait pas juste regarder la météo. Écoutez, en genre 2 chapitres, on a parlé de la météo, on a parlé de l'atmosphère, de la composition de l'air, on a parlé de l'évolution, on a parlé de l'évolution de l'humain, de la sélection naturelle, l'évolution du chat, du chien, du cheval. On a parlé de l'espace, on a regardé les planètes, lesquelles qui sont les plus grosses dans notre système solaire. On a regardé la plus grosse étoile qui a été découverte. On a regardé qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut vivre sur une planète. On a écouté, puis ça, c'était pas nécessairement dans le cartable. C'est à force de faire le cartable que les questions ont mené à une autre, puis à une autre, puis à une autre, puis à une autre. Puis on n'a même pas 10% du cartable de fait. Vous voyez le genre? Ben, je considère que ma fille a eu des apprentissages décents pendant ça, tu sais. Sauf que c'est pas ce que le programme il demande. Puis, à être obligé de suivre les barèmes du programme, être obligé de suivre les barèmes du programme, ça veut dire que je peux pas décider d'ouvrir un cahier le matin, commencer, puis refermer le cahier pour aller répondre aux questions de ma fille. Je peux pas, si j'explore, si je décide, là, OK, on va explorer, on va étudier l'histoire du Québec. On rouvre le cahier, puis je peux pas répondre pourquoi est-ce que les madames y portaient des robes comme ça dans ce temps-là. Puis après ça, aller sur l'histoire du corset, puis élaborer sur comment est-ce que c'est fait, puis décider finalement qu'on part un projet de couture, puis qu'en faisant la couture, ma fille apprend à découper, apprend à mesurer, apprend à lire. Tu sais, vous voyez, vous, le genre, c'est ça qui arrive avec l'école à la maison, c'est qu'on n'est pas assis avec des cahiers, puis on refuse pas, on fait pas « non ». Moi, je veux pas apprendre ça à mon enfant. C'est pas ça qui arrive. C'est que les apprentissages, ils sont organiques, puis en nous obligeant à rentrer dans des barèmes, ça fait en sorte qu'on coupe ces apprentissages-là à nos enfants. Puis, écoutez, personnellement, je pense que je fais vraiment un bon travail. Puis, ça m'angoisse terriblement de regarder c'est quoi la progression des apprentissages pour un élève qui est à l'école. Puis de me dire, il faut absolument que mon enfant apprenne ça. Ça, spécifiquement. Pas d'autres choses. Ben oui, il peut apprendre d'autres choses, bien évidemment, mais je veux dire, en tant que parent, là, on sait, parce que dans tout ça, on ne sait pas ce qui arrive si l'enfant ne suit pas le plan. Donc, est-ce que je suis menacée de me faire accuser de négligence éducative? Est-ce que mon enfant va être obligé de retourner à l'école? Est-ce que je peux me faire enlever mon enfant? Parce que ça pourrait arriver. On n'a aucune espèce d'idée. Ou est-ce que ça fait absolument rien? Donc, c'est excessivement angoissant de penser de si mon enfant ne suit pas le modèle, qu'est-ce qui va arriver?
Donc, c'est sûr que on va suivre le programme, puis on va faire en sorte qu'on ne déroge pas de ça, parce que il faut y arriver pour la fin de l'année. Donc, c'est fini les belles discussions, puis le tour à la bibliothèque pour aller chercher un livre sur les aigles, parce que c'est quel finalement le plus gros oiseau dans le monde, maman? Ben, c'est l'aigle, mais comment ça que l'aigle, il a la tête blanche, puis tu sais, comment... En plus de tout ça, on parle aussi d'exiger les examens du ministère. Même chose, quelqu'un qui ne connaît pas le domaine va se demander c'est quoi le problème à suivre un examen. La réalité, c'est que dans les écoles, les enfants apprennent pour suivre un examen. Les enseignants, ils le font à toutes les années. Un enseignant en 4e année, il enseigne la 4e année, souvent depuis longtemps. Il sait à quoi ça ressemble, il sait comment préparer ses élèves. Ça va complètement à l'encontre de l'objectif de faire du homeschooling pour bien des parents, qui est d'éviter de rentrer de la matière dans la tête des enfants pour qu'après ça, ils leur crachent sur un examen. Honnêtement, seriez-vous à l'aise aujourd'hui en tant qu'adulte, probablement détenant un diplôme de secondaire 5, puis sinon, je suis pas mal sûre que la plupart de vous avez déjà complété votre 4e année, est-ce que vous seriez à l'aise de faire un examen du ministère de 4e année? Je suis pas mal sûre que si vous n'êtes pas enseignant, la réponse est non. Tout simplement parce que vous ne vivez plus dans ce cadre-là, pareil comme mes enfants ne vivent pas et ne vivront pas dans le cadre qui favorise, si on veut, le succès de cet examen-là. Sans compter le fait que l'enfant qui est sur les bancs d'école, sa note, il me semble bien que la note de l'examen équivaut à peu près 20% de sa note finale. Qu'est-ce qui va arriver à mon enfant qui va aller passer l'examen? OK? Mise en contexte, un enfant qui non seulement n'a pas le support d'un enseignant qui sait comment le préparer à l'examen, qui n'est pas habitué de passer des examens, qui n'est pas habitué d'être dans une classe, est-ce qu'il va être accompagné d'adultes qu'il ne connaît pas? Qu'est-ce qui va arriver s'il échoue l'examen? Puis cet examen-là, est-ce qu'il va compter pour 100% de sa note? Parce qu'on va se le dire, il y a bien des gens qui sont outrés qu'on ne veuille pas faire les examens, que les parents fassent des erreurs de frappe une fois de temps en temps, mais regardez notre système d'éducation. OK? On va regarder notre système d'éducation aujourd'hui, puis on va se dire, est-ce qu'il est adéquat? Je pense qu'à peu près tout le monde, sauf le ministre, a l'impression que non. OK? Tout ce qu'on voit, c'est des enseignants qui sont épuisés, des enfants qui sont stressés, qui se font intimider, tu sais, tout le monde qui s'en sort ont eu un enseignant ou une enseignante exceptionnelle qui a donné corps et âme pour essayer de se battre dans ce système-là. Puis, il y a 65%, je pense, je ne mettrai pas ma main au feu sur le chiffre, mais il y a pas loin de 25% minimum qui n'obtient pas son DES. Là-dessus, il y a au-dessus de 50% qui sont analphabètes fonctionnels. Là-dessus, on parle surtout de garçons. Donc, le ministre a un système qui ne fonctionne pas pour ces garçons. Il veut le prendre, puis venir me l'imposer dans ma maison, sur mon garçon, pour essayer qu'il se conforme au système qui ne fonctionne pas pour les garçons, puis que moi, je l'ai retiré de là pour y donner une chance en tant que garçon. Je parle de mes filles aussi, mais surtout les garçons, que tu sais, de faire quelque chose d'autre que de brailler pour pas aller à l'école le matin. Puis là, ce matin, dans le devoir, OK? Voyez la bonne foi.
OK? Voyez la bonne foi, OK? Vous me connaissez, je pense que vous le savez que... J'espère que vous le savez que mon but, c'est pas de négliger mes enfants. Puis, je vous garantis que c'est pas le but des parents qui laissent tomber leur carrière, qui laissent tomber la grosse maison, la grosse bagnole, qui font extrêmement de sacrifices pour faire l'école à la maison à leurs enfants. Savez-vous à quel point que c'est des sacrifices faire l'école à la maison à ses enfants? Il a fallu que je laisse tomber ma carrière. Il a fallu qu'on économise, il a fallu qu'on laisse tomber plein de choses, incluant les voyages, puis tout ce qu'on peut se payer avec 2 salaires. Il a fallu que je laisse tomber ma liberté, tu sais, relative, parce que je peux pas envoyer mes enfants à l'école, puis il faut que je fasse des recherches incroyables pour essayer de trouver des nouvelles manières de les stimuler dans leurs apprentissages, que ce soit directement ou indirectement. Puis là, le ministre, il veut nous en ajouter là-dessus parce que, spécifions que là-dessus, là, quelle ressource est disponible aux parents? Si on déclare notre enfant à la commission scolaire reçoit, je pense, entre 1000 et 1500 $ pour mon enfant qui est éduqué à l'école, à la maison. Et là-dessus, si elle peut décider de me donner des services. J'ai pas nécessairement accès à des locaux, j'ai pas nécessairement accès à des services d'orthopédie, d'orthophonie, de tout ce que vous avez pas au public. Je l'ai pas plus, puis pourtant, ils reçoivent de l'argent pour moi aussi. J'ai pas nécessairement accès à des manuels. C'est extrêmement demandant de trouver ce qu'on veut trouver, puis on n'a pas de ressources, là. On a 0 ressources, on a 0 subvention. Mes cahiers, je les paye toute seule. Toutes les boîtes, le matériel, tout, ça sort de notre poche de famille vivant avec un seul salaire. Je m'en porte. Donc, ce matin, selon ce que le devoir a appris, à peine 81 des 5189 demandes d'enseignement à la maison, donc 1,6%, faites par des parents pour l'année scolaire 2018-2019, ont été jugées non conformes. Donc, on considère ici qu'on a une problématique, parce qu'assurément, les parents homeschoolers sont des incompétents, donc on devrait avoir un chiffre pire que ça. Je ne sais pas si on voit comme... Ici, on juge que ça devrait être plus que ça, de parents. Donc, assurément, c'est parce qu'il y a un problème dans le système qui fait en sorte que les parents qui sont assurément incompétents ne sont pas détectés. Si on parlait de notre système d'éducation, si on parlait du fait qu'on a 30% de décrochage à peu près, j'ai dit ça de même, là. Mettons, entre 20 et 40% de décrochage. Je ne veux pas me faire citer pour me dire, t'as dit 30%, puis c'est 27%. Je m'en fous, c'est quoi? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, on a beaucoup de jeunes qui décrochent. Donc, assurément, ici, le problème, c'est le jeune et non le système. Mais dans ce cas-ci, c'est le système le problème et non les parents. C'est les parents le problème et non le système. Donc, déjà là. Ce qui soulève la crainte que l'école à la maison devienne un bar ouvert. Hein, parce qu'assurément, comme je disais, on est des incompétents. On oublie le fait que justement, les parents sont généralement des parents impliqués parce que si tu veux te foutre de ton enfant, ben tu feras pas tous les sacrifices pour faire ça. Tu vas l'envoyer à l'école puis tu feras pas ses devoirs avec lui. C'est pas mal ça. Tu vas lui faire prendre le transport scolaire. Puis je dis pas ça péjorativement pour ceux qui le font, là. Je veux dire, si tu te coulisses de tes enfants, tu restes pas à la maison avec eux autres pour comme... Je sais pas, ça fait comme pas de sens. Plus de 5000 élèves sont tout de même désormais inscrits comme étant scolarisés à la maison et font en théorie l'objet de surveillance, même imparfaite. Donc, soulignons le fait que la première année du nouveau projet de loi
n'est pas encore terminée. Donc, on parle en théorie, hein? Parce que ça sous-entend vraiment qu'ils ne font pas vraiment l'objet de surveillance. On fait semblant qu'on les surveille, mais que finalement, ils ne sont pas surveillés. Même s'il faut donner des comptes, rendre des comptes à aux personnes ressources qu'on a. Donc, même imparfaite, on n'a aucune espèce d'idée, l'année n'est pas terminée. Dans les faits, l'encadrement de l'école à la maison reste problématique pour des centaines ou des milliers d'enfants, estime le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge. Donc, selon nos sources, les nouvelles règles mises en place à la rentrée de septembre dernier, en vertu du projet de loi 144, laissent échapper des centaines d'enfants qui sont scolarisés à la maison. La majorité des rencontres de suivi avec les parents se font par téléphone et non en personne. Ceci étant dit, sachez, chers visionneurs, qu'il y a énormément de parents qui ont demandé à ce que les rencontres se fassent en personne, mais que ça n'a pas été possible, faute de temps et de personnes à proximité. Les agents de suivi chargés de veiller au respect de la loi sont habitués à se faire accrocher au nez par des parents. J'aimerais bien une source qui nous dit ça, parce que pour la plupart, il semblerait qu'ils ont des très bonnes relations avec les personnes qui interviennent dans leur dossier. Et jusqu'à récemment, le mot d'ordre était d'éviter de transférer des cas problématiques au DPJ pour ne pas effaroucher les parents, le but étant d'éviter que les enfants disparaissent dans la nature hors de l'écran radar de l'État. Donc, assurément, il y aurait eu certainement des milliers d'enfants qui seraient disparus des radars parce que OK. Voici où est-ce que j'ai un problème. Un autre problème. Le ministre a décidé que les parents devront rendre des comptes de façon plus claire. OK. C'est pas vraiment ça. Il oblige à passer des examens. C'est pas pareil. S'il avait dit qu'on garde tout ça comme ça, mais on se rencontre plus souvent, ou on se rencontre à personne, ou, tu sais, je sais pas, mais clairement, c'est pas... avoir un examen, une note d'examen, ce n'est pas clair. Vous le savez comme moi que ça ne fait pas gage de succès, une bonne note. Le Devoir a pu consulter une série de projets d'apprentissage rédigés par des parents qui font l'école à la maison. Certains sont bourrés de fautes d'orthographe ou de syntaxe, d'autres tiennent en une page écrite à la main. Et lorsque des parents se font demander comment ils estiment la progression scolaire de leurs enfants, la réponse tient parfois en un mot « oui ». Mettons quelques petites choses au clair. Venez pas me dire que tous les enseignants ont une orthographe et une syntaxe parfaite. Sans compter que détenir un français bien parlé ou bien écrit ne fait pas gage de qualité, tout comme quelqu'un peut être un excellent parent éducateur même si son français n'est pas parfait. Rappelons aussi que ces parents-là, pour la très grosse majorité, ont été élevés et éduqués dans le système d'éducation d'aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il faudrait revoir un petit peu comment vous avez appris à ces parents-là à écrire, si c'est si un problème que ça, qu'ils n'écrivent pas parfaitement aujourd'hui. Ensuite, d'autres tiennent en une page écrite à la main. Puis. Premièrement, qu'est-ce que ça fait que ce soit écrit à la main? Ça change quoi, honnêtement? Deuxièmement, je me souviens très bien, au secondaire, avoir une page recto-verso pour pouvoir écrire toutes les notes que je pouvais dessus. OK? Pour mon examen. Toutes les notes que je pouvais. Vous l'avez faite comme moi, c'est probablement, il me semble qu'elle était rose. La page, peut-être jaune, en tout cas, elle avait une couleur. Puis vous l'avez faite comme moi, vous avez écrit le plus petit possible, avec vraiment le moins de mots possible. Puis vous avez réussi à rentrer énormément de contenu sur cette page-là, recto verso. Donc, ça prouve quoi? Que ça soit une page. Qu'est-ce que ça prouve? Il peut avoir énormément de contenu, il peut se dire énormément de choses dans une page écrite. Notons d'ailleurs que si je ne me trompe pas, le règlement du ministre fait à peu près ça, une page en ce moment, pour quelque chose qui va affecter la vie de des milliers de familles.
Et lorsque les parents se font demander comment ils estiment la progression scolaire de leur enfant, la réponse tient parfois en un mot, oui. Est-ce qu'on peut conclure qu'il y en a des parents qui sont vraiment pas chauds à l'idée de rendre des comptes comme ça et que souvent, ceux qui vont répondre oui vont le faire souvent en signe de protestation. Puis si on ne demande pas élaboration, ben est-ce que vous jugez que votre enfant progresse bien? Oui. Mais là où tout ça prend une envergure qui vient me chercher comme que je suis cherchée là, tu sais, me chercher, me trouver. Le Devoir a pu consulter une série de projets d'apprentissage rédigés par des parents qui font l'école à la maison. Le Devoir a pu consulter des projets d'apprentissage qui ont été fournis confidentiellement au ministère de l'Éducation. Est-ce que vous voyez où c'est que je vais en venir? Qu'est-ce qui fait que des journalistes ont eu accès à de l'information confidentielle et privée comme ça? C'est des dossiers privés. Autant que le dossier scolaire de votre enfant ou votre dossier médical n'a pas rapport dans les mains d'un journaliste. Il faudrait m'expliquer comment ces gens-là ont eu accès à ça. Donc, j'aurais bien tendance à me demander, Monsieur Roberge, vous avez parlé à ces gens-là? Tiens donc, qui a donné cette information-là à ces journalistes-là? Parce que c'est un bris extrême de la confidentialité des parents et des familles qui font l'éducation à la maison. On termine avec le cadre législatif mis en place par nos prédécesseurs demeure largement insuffisant pour garantir que tous les enfants recevant l'enseignement à la maison ont accès à une formation de qualité. Je vous dirais, Monsieur Jean-François Roberge, que allez retourner vous regarder lors des consultations publiques. Vous aviez de l'air pas mal de notre bord. Quand Christine Baban est venue, quand Noémie Berlu et Laquelle sont venus, vous aviez l'air super ouvert puis de comprendre c'était quoi la réalité de l'école à la maison. Je vous suggère d'aller vous visionner. Clairement, là, il y a un problème. Je vous suggère aussi de consulter le rapport de la protectrice du citoyen qui démontre que les enfants éduqués à la maison, que ce soit ici ou ailleurs, ont généralement une éducation qui est équivalente, mais souvent même supérieure à celle dans des écoles publiques. Donc, si vous êtes vraiment concerné par le succès des enfants au Québec, lâchez les 5000 qui font du bon travail, puis qui ont ça à cœur, puis qui font ce qu'ils ont à faire, puis qui sont déjà encadrés bien comme il faut. Puis allez donc voir les millions qui sont sur les bancs d'école, qui souffrent, qui sont de plus en plus médicamentés, qui sont de plus en plus dans les classes, qui se font changer d'enseignants 4 fois par année, qui échouent, qui ne savent pas lire, qui connaissent pas leur histoire, qui font de l'anxiété, des dépressions, qui vont pas bien, OK? Ceux qui vont pas bien, Monsieur Roberge, c'est ceux qui sont dans vos écoles. Ce n'est pas ceux qui sont dans nos maisons. Voulez-vous que je vous dise qu'est-ce que ça va changer pour les communautés juives qui inquiètent tant Monsieur Roberge? Rien pantoute. Rien pantoute. Honnêtement, les gens qui envoient leurs enfants dans des écoles religieuses 30, 40 heures par semaine pour apprendre leur religion, pensez-vous vraiment qu'ils vont arrêter de le faire, qu'ils vont réduire les heures qu'ils font pour appliquer le programme? Pensez-vous vraiment ça? Ou pensez-vous plutôt que ces enfants-là vont se ramasser à être sur les bancs 50 heures par semaine, 55 heures par semaine? Parce que là, maintenant, il faut qu'ils apprennent et ça, et leur programme. Est-ce que c'est vraiment aider ces enfants-là? Moi, je pense que non. Je pense que le ministre le sait. Je pense que le ministre, là, il a une petite crotte sur le cœur avec nous autres.
Puis j'ai une petite crotte sur le cœur avec lui, bien honnêtement. Puis, en réalité, l'article du Devoir ce matin nous démontre qu'il y a clairement, très clairement, une chasse aux sorcières envers les familles qui font l'école à la maison. On est extrêmement mal vu pour la société. Le 3/4 ne savent pas, le 3/4. La très grosse majorité n'ont aucune espèce d'idée de ce qu'on fait dans nos maisons. Puis pourquoi est-ce que ça, c'est un problème? La liberté éducative, c'est important. Vous avez le droit de vouloir envoyer vos enfants à la maison, à l'école. Nous avons le droit de garder nos enfants à la maison. C'est pas un privilège. C'est un droit que nous avons de garder nos enfants à la maison. Puis, honnêtement, même si vous êtes d'accord avec lui, il y a un problème quand dans notre système, on n'a absolument plus aucune latitude pour qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants. Parce qu'en ce moment, c'est le programme d'éducation québécois avec lequel vous êtes bien d'accord. Mais il y a un temps, on apprenait aux enfants probablement que la femme est inférieure et que les Noirs l'étaient aussi, que les Noirs étaient... Tu sais, voici ma montée de lait. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis on se reparle la prochaine fois. Bye!